Ces policiers nationaux suspectent ces deux hommes d'être en possession de cannabis. La drogue, c'est de la merde. Mais ils luttent contre cette merde. On va pas légaliser cette merde. Les fumeurs de cannabis pris en flagrant délit devront s'acquitter sur le champ de 200 €. Les chiens, ils viennent de trouver 10 grammes de résine de cannabis. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, mais la prochaine fois, il y aura beaucoup plus. C'est un échec total. La guerre à la drogue qui a été inventée par Nixon dans les années 60 et qui considère que la prohibition, c'est-à-dire l'interdit des drogues, doit être une réponse pour la société, a des effets en fait extrêmement délétères. Elle entraîne un coût très important pour la société, elle a des conséquences sanitaires très négatives. On l'a vu avec la crise des overdoses, par exemple, aux États-Unis, ou l'explosion du cas de VIH dans des pays comme la Russie. D'ailleurs, sur le cannabis en France, on a choisi l'optique du tout répressif et on a le niveau de consommation le plus élevé en Europe, chez les jeunes. Alors, l'idée de départ est effectivement de désengorger les tribunaux, mais même le syndicat de la magistrature, donc les magistrats eux-mêmes, s'est opposé à cette mesure. Avant la mise en place de cette amende forfaitaire, quand une personne était arrêtée en possession de cannabis, elle avait la possibilité d'être amenée devant un juge qui ensuite, lui, pouvait l'orienter vers une prise en charge si cela était nécessaire, c'est-à-dire si elle avait un usage problématique de cannabis. Donc, il y avait une orientation qui pouvait se faire vers le soin. Maintenant, avec l'amende forfaitaire, les individus qui consomment du cannabis vont être arrêtés, vont avoir une inscription à leur casier judiciaire, vont avoir à payer une amende, avec tout l'arbitraire en plus qu'on peut imaginer concernant les contrôles de police. On peut aussi faire l'hypothèse que ce sont toujours les mêmes qui vont être contrôlés. Ça va peut-être désengorger les tribunaux, mais en tout cas, ça ne résoudra absolument pas la question des problématiques liées à l'usage de drogue en France. En tout cas, ce qu'on sait, et on le voit avec le modèle portugais, c'est qu'on peut avoir une approche tout à fait équilibrée avec la décriminalisation de l'usage des drogues, puisqu'au Portugal, quand vous êtes arrêté en possession de drogue, suivant la quantité que vous avez avec vous, si cette quantité est faible et qu'elle est destinée à un usage personnel, vous allez passer devant une commission qu'on appelle une commission de dissuasion de la toxicomanie, où si on considère que vous n'avez pas d'usage problématique, vous allez être relâché sans suite. Si vous avez un usage qui est problématique pour vous-même, on va vous orienter vers le soin. Et si vous avez une quantité sur vous qui dépasse la quantité autorisée, vous aurez une sanction. Donc en fait, la décriminalisation qui a été mise en place au Portugal depuis 2001 ne signifie pas renoncer à tout cadre vis-à-vis de la question des drogues. Alors, le Portugal est effectivement un pays qui a mis en place un modèle qui fonctionne. On a maintenant 20 ans de recul et ce qu'on voit, c'est que les indicateurs relatifs à l'usage de drogue sont positifs. Avant de mettre en place cette politique de décriminalisation, le Portugal était confronté à une situation très problématique vis-à-vis de l'usage de drogue, avec beaucoup de cas de VIH, un nombre d'injecteurs important. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le nombre, par exemple, d'usagers injecteurs a été divisé par 2 au Portugal depuis la mise en place de la décriminalisation. L'usage de cannabis est 3 fois plus faible que ce qu'on peut observer en France chez les jeunes. On a également des forces de police qui continuent à jouer leur rôle en matière de répression des trafics. Alors, les études disponibles montrent plutôt le contraire. Il y a des études qui ont été publiées sur l'impact de la légalisation aux États-Unis sur la consommation de cannabis chez les jeunes. Une étude a été publiée en 2019 dans le British Medical Journal Open et met en évidence qu'il n'y a pas de tendance claire. Dans la majorité des cas, on n'observe pas ni de hausse ni de baisse, donc il y a une stabilité de la consommation de cannabis chez les jeunes. On manque de recul encore aujourd'hui sur l'impact de la légalisation sur la consommation, mais les indicateurs disponibles pour le moment ne sont pas préoccupants.
c'est faux. Cette théorie renvoie à la théorie de l'escalade qui a été très en vogue dans les années 70-80 et qui laissait supposer qu'à partir du moment où vous commenciez à consommer du cannabis, vous alliez ensuite tout naturellement vous tourner vers des drogues comme la cocaïne ou l'héroïne. Cette théorie a été totalement invalidée puisque la grande majorité des consommateurs de cannabis ne consommeront pas d'héroïne ou de cocaïne. Moi, dans mes travaux de recherche, je mène des entretiens avec des usagers de cocaïne, de crack et d'héroïne. Et quand je les interroge sur leur parcours de consommation, ils évoquent aussi bien les médicaments et l'alcool que le cannabis. Contrairement à la France, aux États-Unis, la plupart des programmes de traitement des usagers de drogue ou des programmes de réduction des risques ne sont pas financés par l'État. On est dans un modèle tout libéral aux États-Unis où la prise en charge sanitaire et sociale des usagers de drogue est très mauvaise. Par ailleurs, les États-Unis sont confrontés à cette crise des overdoses d'opioïdes qui ont donné lieu à plus de 500 000 morts ces 15 dernières années et qui ont donné lieu à une diminution de l'espérance de vie aux États-Unis. La guerre à la drogue est également une guerre raciale puisque les Américains ont mis en place un système qui pénalise beaucoup plus l'usage de crack que l'usage de cocaïne, parce que dans les années 80, le crack était beaucoup plus consommé par les Afro-Américains et la cocaïne beaucoup plus consommée par les Blancs. Le fait de criminaliser l'usage de crack pour une plus faible quantité que l'usage de cocaïne a donné lieu également à un phénomène d'incarcération de masse des Afro-Américains. Et ce système d'incarcération de masse, non seulement il est arbitraire, il est injuste, mais il crée également de l'exclusion et il coûte très cher aux Américains.